très loin, mais pas de Fribourg, de Bangkok en fait. Je viens d'arriver il y a 2 ou 3 heures. Donc c'est une soirée placée sous le signe de l'étrange. Je vais vous parler de neurologie de l'étrange, que j'ai essayé de faire une conférence étrange, que ce soit un peu adapté à la soirée. C'est tout simple, je n'ai pas préparé grand-chose. Je me suis dit qu'il en sortirait quelque chose comme ça. Non, quand on dit neurologie de l'étrange, on peut penser aux bases neurologiques de la sensation de l'étrange. Quand quelque chose nous paraît étrange, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Typiquement une question que poserait un journaliste. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand vous faites ça? Mais je trouve plus intéressant de prendre l'autre angle, qui est l'étrangeté intrinsèque de la clinique neurologique, qui évoque, à mon avis, des liens assez forts entre ce qu'on entend généralement par étrange dans la culture populaire. Donc, tout à l'heure, on parlera de tour de magie, pourquoi ça nous paraît étrange ou surprenant. Il y a tout un tas d'autres situations étranges comme ça, qui peuvent peut-être trouver des parallèles, c'est ma thèse, avec la clinique neurologique. Donc avec ce que vivent des patients qui ont des problèmes neurologiques et qui n'y sont absolument pour rien. Donc ils vivent une expérience étrange et en fait fascinante, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez des bouquins du genre Liver Sacks ou comme ça, mais ça se vend très bien. C'est juste des histoires de patients qui vivent des choses absolument incroyables du fait qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai découvert la pré-publication de cet article, donc, le contrôle volontaire de la piloérection, qui vient de sortir. En fait, non, c'est pas encore sorti, même c'est quasiment une avant-première que je vous présente. Et donc je l'ai lu à Koh Samui. Si vous voulez tout savoir, j'ai jeté un œil à cet article et j'en profite pour faire une sorte d'appel à témoins parce que c'est le truc le plus génial que j'ai vu depuis longtemps, publié dans la littérature scientifique pour tout ce qui concerne la neurologie ou le contrôle du système autonome. Donc il y a une vidéo que j'ai trouvée sur Twitter, dans une discussion sur cet article, et ça montre un type qui est capable de se donner des frissons, comment on appelle ça, ouais, pardon. Je m'excuse, hein, j'ai quand même 22 heures de voyage dans les dents. Donc, il s'agit d'une personne qui peut induire la chair de poule à volonté, donc sur elle-même. Ça donne quelque chose comme ça, donc il s'est filmé pour montrer. La vidéo est assez longue, le phénomène est assez progressif, mais il est presque direct. Donc on voit déjà les poils qui se hérissent, on voit la chair de poule qui apparaît, puis vous allez voir que chez lui, en tout cas, ça s'accentue seconde après seconde, le phénomène est plus visible. Et c'est exactement comme quand vous avez la chair de poule à l'état normal. Et il se produit quelque chose comme ça quand vous avez froid ou dans différentes autres situations. Voilà. Donc, voilà, ça continue en plus, ça s'accentue. Et puis c'est terminé. Donc il ne fait pas d'effort spécifique pour ça. Il décide juste d'avoir la chair de poule. Donc, ce truc-là était complètement inconnu. Il y a une publication qui date de 1902. Depuis, plus personne ne s'est intéressé au phénomène. Ce n'est pas décrit dans les manuels, c'est décrit nulle part. Donc il existe des gens qui sont capables de faire ça volontairement, alors que normalement la piloérection, la chair de poule, est sous le contrôle du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui contrôle vos organes internes, la digestion, les battements du cœur. Donc c'est hors du contrôle de la conscience, normalement. Ça se passe pour ainsi dire sans vous. Et c'est le cas aussi de la chair de poule. Sauf que cette personne peut décider à volonté d'avoir la chair de poule. Dans cet article, il y a 30 personnes de ce genre-là qui ont été découvertes et qui sont, qui ont rempli des questionnaires de personnalité pour voir qui c'était, etc. Je ne rentre pas dans les détails des résultats. Je vous annonce juste que si quelqu'un parmi vous est capable de faire ça, déjà, premièrement, c'est anormal.
Non, parce qu'ils ne le savent pas. Ils pensent que tout le monde est capable de faire ça. Et la plupart de ces gens-là tombent des nues quand on leur dit qu'en fait les gens ne sont pas capables de faire ça. Et ils ressentent une sorte de picotement derrière la tête quand ils sont en train de le faire, une sorte de frisson général comme ça. Voilà. Donc, ce truc-là, c'est juste des questionnaires de personnalité. Moi, j'aimerais mettre les gens dans un scanner pour voir ce qui se passe dans le cerveau, comme les journalistes, à ce moment-là. Et si vous connaissez les gens aussi, d'ailleurs, il faut essayer, parce que la plupart il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils en sont capables, donc essayez de voir. Et si vous en êtes capable, contactez-moi. Moi, je trouve ça super intéressant et super étrange, et je me disais que c'était indiqué. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais essayer de faire d'aller assez vite dans la deuxième partie de la conférence, où je parlerai de neurologie. La neurologie de quelque chose que j'appelle l'étrangeté horrifique, parce qu'il y a toutes sortes d'étrangetés. Je ne vais pas rentrer dans des considérations sémantiques là-dessus, mais c'est plutôt ça qui m'intéresse ce soir. Et c'est sûr qu'en neurologie, il y a vraiment quasiment tout qui est étrange. Vous pouvez voir des chiffres en couleur, bref, il y a tout un tas de phénomènes qui sont décrits. Je crois que sur la page Facebook du musée de la main, il était question du phénomène de déjà-vu, qui est aussi quelque chose de super étrange comparable. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de quelque chose qui est plus dans le domaine de ce que j'appelle l'étrangeté horrifique, ce qui, d'après moi, tisse des liens entre la fiction, j'en dirai quelques mots dans une minute, et la neurologie. J'espère vous convaincre que ces liens sont assez forts et n'ont pas vraiment été aperçus ni du côté de la neurologie à proprement parler, qui ne s'est pas vraiment intéressé aux manifestations culturelles dans l'imaginaire et dans la fiction de certains phénomènes étranges, et encore moins du côté des producteurs de fiction, des critiques, des universitaires qui étudient le paranormal, le surnaturel, le fantastique, l'horreur dans la fiction, et qui ont rarement fait des liens avec la neurologie. Donc c'est de ça qu'il s'agira ce soir. Je vous présente juste quelques figures de l'horreur ou du surnaturel fantastique. Et, je ne rentrerai pas dans les détails de la terminologie, j'en dirai quelques mots après, mais juste dans tout ce qui est film d'horreur, films bizarres, livres fantastiques et ce genre de choses, et aussi dans les mythes et dans les traditions culturelles, on trouve la figure du fantôme, qui est, d'après bon nombre de traditions et de cultures, une sorte d'esprit désincarné qui apparaît aux vivants, généralement sous la forme d'un corps, identifiable comme une personne, mais qui n'est pas vraiment présente, qui est en fait la projection, si on veut bien, d'une personne morte. Le fantôme, c'est quelque chose comme ça. Après, vous avez des nuances, il y a des purs esprits qui n'apparaissent pas, mais qui agissent simplement dans le monde. Vous trouvez ça dans quasiment toutes les cultures du monde. Donc, en gros, un esprit, la forme désincarnée du corps humain, privé précisément de corps, c'est ça le fantôme. Il y a aussi une forte présence dans la littérature, surtout la littérature du XIXe siècle, la littérature, disons, romantique ou post-romantique, une forte présence de justement la figure de la présence. En particulier dans le Horla de Maupassant, vous avez là un personnage qui a l'impression que quelque chose, ou plus précisément quelqu'un, est présent à proximité, fait des choses bizarres, sans qu'on puisse vraiment la voir, sans qu'on puisse vraiment la détecter, mais on sent cette présence. Et certainement vous-même, à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez senti une présence près de vous, mais il y avait personne. Donc cette sensation de présence est très forte dans une certaine littérature fantastique, et rejoint le thème du double, où cette présence-là est identifiable en fait comme un double de soi-même. Ici, c'est un épisode de la 4e dimension, où un personnage découvre en fait l'existence d'un autre lui, d'une autre elle-même, d'un autre soi dans la réalité. C'est ce qu'on appelle le doppelganger dans la littérature allemande, romantique allemande. Et cette rencontre avec soi-même, généralement, est de mauvais présage dans la littérature.
chez Allan Poe par exemple, ça finit généralement très mal. Le portrait de Dorian Gray, c'est aussi une histoire de double qui finit également très mal. Donc une figure très présente dans le fantastique. Le revenant, bien sûr, toutes ses formes, hein, la forme du zombie, mais aussi la forme du vampire, la créature en général, la poupée inanimée qui soudain prend vie, etc. C'est un motif très fréquent dans la littérature et dans le cinéma fantastique. Et si on veut bien, c'est un peu l'inverse du fantôme. Ici, on a un corps sans esprit, et le fantôme, c'est un esprit sans corps. Et aussi d'autres thèmes qui sont ceux de la transformation corporelle en animal ou en autre chose, c'est la mouche. L'idée d'une chose ou d'un être indicible qu'on trouve dans Lovecraft, qui n'est pas forcément définissable, et qui justement, par l'impossibilité qu'on a de la circonscrire, de la définir et de la nommer, cette chose évoque l'étrangeté horrifique. Et enfin, une figure plus récente, qui est venue à la mode beaucoup plus récemment que les autres, c'est le clown qui est devenu officiellement un être horrifique. Je veux dire, c'est plus un bonhomme qui amuse les enfants, c'est une menace potentielle, le clown. Je pense que le clown à ce stade ne fait rire absolument plus personne, il fiche les jetons en fait. Et donc il y a peut-être un changement culturel qui s'est opéré comme ça. Vous ne pouvez plus vous déguiser en clown sans évoquer une certaine forme d'horreur et d'inquiétude. D'accord? Donc ça c'est juste un petit panorama des figures du fantastique. Alors il y a plusieurs définitions du fantastique. Je vais faire un peu de cuisine là, mais je ne vais pas faire long, je vous rassure. La définition classique de Todorov, c'est celle d'une hésitation et d'une ambiguïté. C'est comme ça qu'il définit le fantastique. L'hésitation est prouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Alors bon, la définition, elle vaut ce qu'elle vaut. Généralement, personne n'est d'accord avec cette définition, mais il a donné tellement grain à moudre, Todorov, qui est d'ailleurs mort l'année passée, avec cette simple définition, qu'elle apparaît comme paradigmatique du terme. Le fantastique, c'est quelque chose qui génère une hésitation. Vous n'êtes pas sûr si c'est du lard ou du cochon, vous ne savez pas si c'est pour de vrai ou pour de faux, vous ne savez pas si vous devenez fou ou si véritablement les choses que vous voyez se produisent. C'est ça le fantastique pour lui. Si le fantastique n'est pas ambigu, s'il ne soulève pas une certaine forme d'hésitation, alors il passe plutôt dans le domaine du légendaire, du merveilleux ou de la science-fiction. Dès qu'il y a une explication officielle pour ce qui est en train de se produire, ça rentre dans le domaine des lois naturelles, et donc d'après Todorov, ça échappe au fantastique. Freud avait un essai célèbre, c'est à mon avis ce qu'il a écrit de plus intéressant, hein, ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté. Et des fois c'est traduit par l'étrange familiarité. J'aime bien les deux. Je n'ai pas de préférence vraiment. Inquiétante étrangeté ou étrange familiarité, c'est la notion que quelque chose qui vous est familier, que vous connaissez bien, comme par exemple vous-même, apparaît à un endroit incongru où là n'est pas sa place. Il donne cet exemple du reflet qui est perçu à votre insu. Vous rentrez dans un magasin, il y a un miroir, vous voyez vous-même, vous dites qu'est-ce que c'est que ce con, pourquoi il me regarde, ça vous prend, puis vous découvrez que c'est vous-même. Donc Freud raconte que ça lui est arrivé en montant dans un train, et que ça, pour lui, c'était la définition de l'inquiétante étrangeté. Pendant une fraction de seconde, quelque chose d'inimaginable s'est produit, il est tombé sur une sorte de double de lui-même qui faisait les mêmes gestes. Et donc, c'est comme ça qu'il définissait cette idée d'inquiétante étrangeté, la répétition du même, mais pas au bon endroit, pas au bon moment. C'est ça le fantastique chez Freud. Ce qui a été repris par un roboticien japonais, j'ai oublié son prénom, Moshita Mori, quelque chose comme ça. Et lui, dans les années 70, il s'intéressait à l'évolution de la robotique. Et il prédisait qu'à mesure que les robots commencent vraiment à ressembler et à dupliquer le comportement et l'apparence des humains, ils seraient de plus en plus familiers. C'est-à-dire que, logiquement, plus un robot commence à vous ressembler, plus vous devriez avoir des affinités avec lui.
Sauf qu'avant que le robot soit un duplicat parfait d'un être humain, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas le discerner d'un être humain, il va juste s'en approcher. Et plus il s'en approche de l'apparence humaine, plus il apparaîtra bizarre. C'est ce qu'il appelait la vallée de l'étrange. Donc il a fait ce schéma à la main, hein, c'est pas des données ni rien, il a fait juste ça comme ça. Plus un robot ressemble à un être humain, plus il évoquera des sentiments de familiarité agréables. Ce qui me ressemble me plaît. Mais quand ça commence à trop ressembler, mais que c'est pas encore parfait, c'est là que ça devient carrément le plus bizarre. Et il situait par ici le cadavre, le zombie, les poupées qui ressemblent trop, ou les images de synthèse, ou les robots qui ressemblent, qui tentent de ressembler vraiment beaucoup aux êtres humains, mais qui n'y parviennent pas. C'est cela qui semble le plus bizarre. C'est intéressant parce que c'est quantifiable, il y a des expériences qui ont pu être faites sur le niveau de ressemblance avec un être humain, puis le taux de rejet, de dégoût que ça évoque. Peut-être que ça donne une piste sur pourquoi les clowns nous font peur, ou pourquoi on rejette les personnes avec des masques, comme ça, c'est pas très net, c'est pas très clair si c'est proche de l'humain ou pas assez proche. Donc, ça c'est, voilà, juste quelques théories pour le fantastique. Pour ce qui concerne l'horreur, j'ai extrait quelques citations d'un livre qui me parle, l'ouvrage définitif sur l'analyse des figures du cinéma d'horreur et du fantastique. Éric Dufour consacre un long chapitre aux métamorphoses du corps, c'est-à-dire à la représentation du corps dans le cinéma d'horreur. Alors je vous les lis. Donc le corps sert à le cinéma d'horreur tente de faire valoir le statut ambigu du corps propre. C'est que mon corps, s'il est d'un côté absolument mien, donc il n'y a aucun doute là-dessus en général, votre corps, vous avez l'impression que c'est le vôtre, mais c'est en même temps quelque chose qui est d'une étrangeté radicale, parce que le corps est soumis à des lois que non seulement j'ignore, mais surtout auxquelles je suis moi-même enchaîné. Et le corps, d'après la définition de Malebranche, c'est ce qui se passe en moi, sans moi. Quand on y pense 5 secondes, c'est quand même assez frappant. Le corps, notre corps, c'est ce qui nous accompagne le plus longtemps pendant toute notre vie. L'essence à la mort, il n'y a pas d'autre objet qui vous accompagnera en permanence à ce point-là pendant toute votre vie. Vous pensez connaître votre corps, après tout c'est vous-même, et pourtant votre corps a une sorte de machin étranger sur lequel vous avez peu de contrôle. Des fois vous vous sentez pas bien, vous ne savez pas ce que vous avez, vous tombez malade, et tout d'un coup le corps prend une impression étrange, comme si c'était quelqu'un d'autre, mais que vous soyez tenu d'habiter cette espèce d'autre personne. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas très satisfaits de leur corps, comme ça. Donc ça fait bizarre de cohabiter en permanence avec quelque chose qui est censé être vous-même, mais qui ne l'est pas. Et dans le cinéma d'horreur, il se produit toutes sortes de choses intéressantes. Donc c'est ainsi qu'est figurée l'étrangeté de mon propre corps dans le cinéma d'horreur. Il donne des exemples, c'est la découverte d'une tache sur mon propre corps, d'un organe qui pousse, d'une oreille qui tombe, une main qui s'autonomise. Ce sont des vomissements soudains de petites formes embryonnaires de vie, ou bien encore une jambe qui pourrit, une plaie qui non seulement ne sèche pas, mais devient purulente et crache à la manière d'un petit volcan, un étrange liquide jaunâtre ou violet. Donc, ça c'est la figure du cinéma gore, qui consacre une place centrale au corps et aux différentes manières de le disloquer, de le démembrer, de le déchiqueter en 1000 morceaux, avec une forme obsessive qui est souvent comparée à la pornographie. C'est les deux genres cinématographiques, si on veut bien, qui mettent le corps à ce point-là au centre, et, si on veut, du genre lui-même, en avant même de l'intrigue, généralement. Et d'autres citations de ce chapitre, l'hallucinante histoire du corps qui s'autonomise de leur moi, donc avec cette idée justement que le corps généralement implique l'impression de contrôle. Après tout, si je décide de lever mon bras droit, je peux le faire, ça marche quasiment à tous les coups. J'ai un contrôle sur mon corps, et pourtant il y a tout un tas de circonstances où on n'a pas l'impression d'avoir ce contrôle et où on le perd. Donc l'étrangeté, elle est déjà en nous-mêmes en quelque sorte. Le cinéma s'occupe de susciter l'horreur en provoquant le dégoût, parce qu'il y a un facteur émotionnel à cette relation étrange qu'on a avec notre corps, et le dégoût fait partie des émotions qui sont directement liées au
production corporelle, aux sécrétions corporelles qui évoquent le dégoût. Donc, si je rabats toutes ces réflexions-là sur les figures de l'horreur que je vous ai présentées tout à l'heure, le fantôme, le revenant, le zombie, la transformation en mouche, tous ces trucs-là, en fait, quand on y pense, concerne essentiellement l'expérience du corps propre. Et dans le fantastique, une bonne partie de l'étrange dans la fiction concerne quasiment toujours directement le corps. Il suffit de penser à Kafka, par exemple, et à la Métamorphose, pour voir comment on peut susciter un sentiment de dégoût, d'absurde ou d'étrangeté radicale en ciblant, pour ainsi dire, le focus de la création artistique, cinématographique ou littéraire sur le corps et les différentes manières de le vivre qui sont anormales. Quand c'est normal, quand tout va bien, quand votre corps va bien, vous ne le remarquez même pas, c'est quelque chose qui passe à l'arrière de votre conscience. Le corps ne prend de la place, en quelque sorte, dans notre conscience qu'à partir du moment où il y a quelque chose de remarquable qui s'y passe, parce que ça vous chatouille, ça vous gratouille, ou vous avez mal, ou vous avez du plaisir, ou vous avez chaud, ou quelque chose comme ça, vous avez faim, et c'est toujours là que vous remarquez le corps, où quelque chose demande une forme de rétablissement à la normale. Et donc, à mon avis, si on considère cette portion-là du fantastique et de l'étrange dans la fiction, je trouve vraiment remarquable comment on peut la comparer directement à ce qui se passe dans la clinique neuropsychiatrique, la clinique neurologique et la clinique psychiatrique, comment des patients dont le cerveau ou la conscience, on va dire, est altérée, vivent leur corps. Et je vais vous montrer maintenant tout un tas d'exemples de la neurologie clinique, avec certains patients que j'ai pu examiner moi-même, qui n'ont rien à envier en fait, à ce qu'on voit dans les films d'horreur et dans le cinéma d'horreur. Et je pense que le rapprochement, l'analogie qu'on peut faire entre la fiction et la neurologie clinique, il me semble qu'elle va au-delà de la simple analogie métaphorique, si on veut bien. Je pense qu'il y a des mécanismes cérébraux qui produisent la clinique et les troubles neurologiques dont je vous parlais, mais aussi ces mécanismes cérébraux qui servent aux créateurs à produire des figures horrifiques et bizarres et étranges qui, en tant que consommateurs de fiction, nous donnent du plaisir. Il y a beaucoup d'entre nous qui aimons ce genre de choses bizarres, pas tout le monde. Mais disons qu'en tant que genre constitué, le cinéma d'horreur, la littérature fantastique, c'est quelque chose qui roule, quoi. Ça marche, il y a un business derrière, donc c'est bien la preuve que les gens se reconnaissent dans ce genre de choses et ils trouvent quelque chose à penser. Alors, c'est là la partie où je vais galoper un peu pour ne pas prendre toute la soirée quand même. Il y a tout un tas de troubles neurologiques qui concernent l'expérience vécue du corps. Moi, je les classifie dans quelque chose que moi et d'autres auteurs on appelle asomatognosie, mais la confusion est énorme dans le domaine. Donc la terminologie neurologique, je veux dire, s'il y avait une confusion pareille en droit, par exemple, ce serait le chaos total dans la société. Mais en neurologie, il peut y avoir une confusion terminologique sur tout un tas de termes. Donc, je vous présente ma manière de nommer les choses. Asomatognosie, c'est tous les troubles, toutes les altérations des états de conscience corporels. Dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas bien dans votre corps, dès que vous vivez votre corps d'une manière qui est totalement, radicalement différente de l'état normal et réel de votre corps, ça rentre dans les troubles de l'asomatognosie, par analogie avec amnésie, qui sont tous les troubles de la mémoire, ou aphasie, qui sont tous les troubles du langage. Donc asomatognosie, c'est tous les troubles de la perception du corps. Je ne vais pas tous les faire, les classifications, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas de classification raisonnée, donc j'ai essayé d'en faire une un peu ici. Il y a tout ce qu'on appelle hémiasomatognosie, déjà c'est un terme, les termes sont assez marrants comme ça. Hémiasomatognosie, c'est la perte de conscience de la partie gauche de votre corps. Donc vous avez des patients suite à une lésion neurologique et qui n'ont plus conscience que leur partie gauche du corps existe.
Bon, je saute au truc suivant parce que je pourrais déjà passer la soirée là-dessus. C'est vraiment très intéressant les myasomatognosies, mais c'est un peu technique. Ensuite, vous avez toutes les transformations corporelles, généralement associées à l'épilepsie ou à la migraine, où on a l'impression que la tête devient énorme, que le bras devient énorme, avec des trucs qu'on appelle macrosomatognosie, quand votre bras ou votre corps entier est énorme, ou microsomatognosie, quand tout d'un coup vous avez l'impression d'être tout petit, comme ça. Et donc ça, c'est associé le plus généralement à des troubles épileptiques. Les membres fantômes, je vais en parler dans une minute, la somatoparaphrénie aussi, et aussi les doubles illusoires, je serai rapide là-dessus, mais vous pouvez avoir des lésions cérébrales qui induisent l'expérience d'un double de soi-même, généralement localisé pas loin dans les parages du corps propre, et vous pouvez avoir l'impression de vous dédoubler de différentes manières. À droite, il y a toute une liste des syndromes répertoriés. C'est dommage, hein, il y a tout ce qui concerne les phénomènes de possession neurologique, où vous avez l'impression que quelqu'un d'autre habite votre corps. Le syndrome d'Ekbom, où vous avez l'impression que des insectes ou des bestioles habitent sous votre peau. Apparemment très désagréable, les gens se grattent beaucoup, puis c'est comme ça qu'ils vont en consultation, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont habités par des petites fourmis ou pire. Le syndrome de Coro, qui est observé généralement, essentiellement en Asie, mais maintenant il y a des cas d'épidémie de Coro en Afrique occidentale qui ont été documentés récemment. C'est la croyance délirante d'avoir perdu son pénis pour les hommes. C'est un syndrome neurologique. Voilà. Enfin, neurologique et psychiatrique. Donc, malheureusement, je ne rentrerai pas dans les détails du syndrome de Coro, mais vous avez qu'à regarder sur Internet. Très bien. Donc, les membres fantômes, c'est ce qu'il y a de plus simple pour introduire le sujet, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu. Quand une personne perd une partie de son corps, un bras ou une jambe, qu'une personne est amputée, généralement, dans l'immense majorité des cas, elle dira sentir tout de même la partie absente. Donc pendant longtemps, on ne les prenait pas au sérieux, on disait oui, bon, c'est un phénomène de déni, il n'a pas fait le deuil de son amputation, donc il dit qu'il sent encore son bras, quoi. Ensuite, il y a eu d'autres interprétations, disons, pour aller vite dans le cadre psychanalytique. Mais il se trouve que le monde fantôme est un réel phénomène. C'est qu'une personne amputée affirme tout de même sentir sa main, même si sa main n'est plus présente. Et ici, c'est une représentation d'un artiste avec une main en plastique qui représente la manière dont ce patient-là sent son fantôme. Vous remarquerez qu'il est amputé au niveau du coude. Et la main en plastique qui repose sur la table, c'est comme ça qu'il sent son fantôme. Donc non seulement c'est juste une main qui est projetée, il n'a pas de fantôme de l'avant-bras, il sent juste sa main comme projetée à l'extérieur du coude, à l'endroit où serait normalement sa véritable main. En plus de ça, il dit que quand il est dans cette position-là, sa main fantôme, elle repose sur la table. Contrairement aux croyances populaires, dans son cas à lui, le fantôme ne passe pas à travers la table. Il a son membre fantôme, il est senti comme reposant sur la table. Donc tout de suite, ça évoque une certaine complexité du phénomène qui va bien au-delà du simple il prétend sentir sa main parce qu'il a perdu sa main, puis qu'il n'est pas content, puis qu'il est frustré, et puis qu'il se raconte des histoires en fait. Quand on dit que le membre fantôme est dans la tête du patient, en fait c'est vrai, c'est dans son cerveau, mais c'est pas dans le sens où on entend habituellement cette expression, c'est pas dans sa tête. Et ces fantômes prennent des formes innombrables. Ça peut être un bras entier, suite à une amputation au-dessus du moignon près de l'épaule. Le bras est senti entièrement. Mais sinon, il y a des bouts de bras. Celui-ci, par exemple, il sent son coude, son poignet et les doigts. Ici, vous avez un patient qui sent sa main qui s'est recroquevillée dans le moignon, plutôt que d'être à l'extérieur. Elle est dans son bras, en quelque sorte, etc. Donc comment on fait pour savoir si c'est vrai? Comme ça, il faut demander au patient, parce que sinon il n'y a pas moyen de savoir. Donc il faut demander au patient quelle est son expérience du fantôme, et il vous l'explique, et vous lui faites confiance, et vous répertoriez les 200 patients que Solonen avait étudiés dans les années 60,
Et vous constaterez que ces patients qui ne se connaissent pas entre eux, ils ont des histoires remarquablement similaires à raconter. Notamment que tous les amputés du monde se soient cassés le mot pour dire comme ça. Et il semblerait qu'on ait affaire à un phénomène véritablement intéressant, avec des étrangetés. Ici, par exemple, chez ce patient qui est amputé vers le milieu de l'avant-bras, donc dans les années 50, ce qu'on faisait avec ces patients-là, souvent, c'est qu'on leur faisait Donc ce patient-là avait une main fantôme. Il avait un bras amputé avec une main fantôme au bout. Ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a séparé les os du bras. Je ne suis pas super fort en anatomie, je ne me rappelle jamais ces cubitus et numérus. Bon, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on séparait les muscles autour de ces deux os, de sorte à ce qu'ils puissent s'en servir comme pince. C'est pas super esthétique, mais ça fait le job, ça marche en fait. Il peut contrôler volontairement ces deux excroissances-là et s'en servir comme pince. Mais sitôt qu'on lui a fait cette opération, donc le jour d'après, il a affirmé que son fantôme de main était lui aussi séparé en deux. Et c'est ce qui est représenté sur cette image. Donc, ce qui suggère que le fantôme n'est pas figé, il est plastique, il change et il s'adapte aux circonstances. Et la plupart des amputés d'un avant-bras qui ont perdu une main et qui étaient mariés affirment ressentir encore leur alliance à la main. Mais il n'y a pas eu d'études systématiques de ça. J'aimerais bien voir si ça corrèle avec le nombre d'années de mariage, en fait. Je pensais qu'il faudrait une cinquantaine d'amputés mariés. Mais bon. Voilà. Les douleurs fantômes, donc quand on a un fantôme, malheureusement, on a aussi la douleur qui va avec, aussi dans l'immense majorité des cas, pour des raisons qui ne sont pas très claires encore. Le manque fantôme, non seulement la personne est amputée, c'est déjà assez pénible, elle sent son fantôme, mais en plus, le bras qu'elle a plus lui fait mal. Et ça, c'est terrible parce qu'on ne sait pas exactement comment le traiter. Moi non plus, donc je ne vais pas proposer de solution de traitement pour ces douleurs, sauf pour vous dire que la douleur elle-même prend d'innombrables formes aussi. Ça peut être des coups ressentis, ça peut être la sensation d'être grignoté par des souris, d'être aplati, d'être broyé, d'être coupé, d'être brûlé aussi. Là aussi, il faut demander au patient, voir quelle est la nature de sa douleur. Je vais quand même faire un peu de neurologie, donc très rapidement, une des explications du phénomène du manque fantôme, qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais peu importe, elle est basée sur la notion de plasticité cérébrale. Donc ici, vous avez une coupe du cerveau qui représente le cortex somatosensoriel primaire, et c'est là que vous avez représenté toutes les zones du corps humain sur cette partie du cerveau. Elles sont ici dessinées, c'est pas à ça que ressemble le cerveau. En vrai, non, parce qu'il y a des étudiants, ils sont un peu confus des fois, ils se demandent ce que ça représente également. Non, ici il y a un visage qui est dessiné pour figurer l'idée que cette région du cerveau représente le visage, d'accord? Et près du visage, près de la bouche, on trouve la région de la main. C'est comme ça chez quasiment tous les membres de l'espèce humaine, pour des raisons probablement génétiques, où le câblage est fait comme ça, la main est représentée près du visage. Pour des raisons fonctionnelles qui me paraissent évidentes, comme par exemple pour se nourrir, etc. Ici, c'est une représentation de l'homunculus de Penfield. Donc, c'est un petit bonhomme dont toutes les régions du corps sont représentées à l'échelle de leur surface cérébrale occupée. On voit bien que les mains sont immenses parce qu'elles occupent beaucoup de place dans le cerveau. C'est ça l'idée de ce schéma. Donc, si vous perdez votre main, si vous êtes amputé, il n'y a plus d'information qui va dans cette zone du cerveau. Il n'y a plus rien qui nourrit cette zone du cerveau. D'un seul coup, elle se trouve totalement privée d'informations du fait qu'il n'y a plus de main. Donc ce qui se passe, le cerveau ne reste pas figé comme ça, inerte, il s'adapte. Et la zone du visage qui était à proximité de la main va envahir en quelque sorte la zone de la main. Elle se dit, là il y a un espace libre, je vais aller l'occuper, je ne vais pas laisser ça à rien faire. Et c'est ça que fait le cerveau. Il se réadapte comme ça, et donc la zone du visage est désormais sur la zone de la main, ce qui fait que sur le petit bonhomme qui est l'expérience consciente du corps, la main va se rabattre en quelque sorte sur le visage. Si vous touchez des patients amputés d'une main au visage, il vous dira qu'il sent naturellement son visage, mais aussi sa main fantôme.
Il n'y a qu'une explication rationnelle de ce phénomène, c'est celle d'une certaine forme de plasticité cérébrale. À moins naturellement que tous les amputés du monde se fassent passer le mot de nouveau. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez un membre fantôme, il se produit toutes sortes de choses étranges, j'en ai déjà parlé un peu, mais déjà sachez qu'il existe des membres fantômes congénitaux, donc sans amputation, des gens qui naissent sans un bras, ou qui naissent sans jambes, ou comme chez cette patiente qui était une journaliste zurichoise bien connue, elle est morte il y a 2 ans, cette femme, qu'on appelle AZ dans la littérature scientifique, est née sans bras et sans jambes. Et toute sa vie, elle a affirmé sentir ses bras et ses jambes comme des membres fantômes. Et pourtant, elle est née comme ça. Mon collègue Peter Druger a fait des tonnes d'expériences avec elle. C'est pas du flan, il semble réellement qu'elle ressente des bras et des jambes de naissance. Donc là, il n'y a pas de plasticité qui explique ce phénomène. Il doit y avoir une autre explication. D'autre part, dans les fantômes s'adaptent aux prothèses aussi. Donc là, il faut bien une explication d'une certaine manière psychologique pour expliquer comment, par exemple, chez ce patient, quand il mettait son crochet, donc c'est un article des années 50, à l'époque, les gens mettaient vraiment des crochets. Après tout, c'est pratique comme ça. Bon, ça fait mauvais genre, mais crochet. Et quand ce type mettait son crochet, sa main fantôme se recroquevillait dans le truc du crochet en quelque sorte. La main fantôme ne pouvait plus bouger. Bizarre, mais c'est comme ça. Il y a aussi des trucs, on peut s'amuser avec des miroirs aussi, ça, je ne rentre pas dans les détails. Dans le film Ghost, avec Patrick Swayze, il y a une scène intéressante. Il vient de découvrir qu'il est mort, en fait, c'est un fantôme. Donc il s'entraîne à être un fantôme, et il voit qu'il y a des cambrioleurs, je ne me rappelle plus trop, je ne sais pas si vous connaissez bien ce film. Mais, bon, bref, il y a des cambrioleurs dans la maison, et donc il veut voir ce que font ces cambrioleurs dans sa maison, quoi. Donc il découvre juste là qu'il peut passer à travers les portes. Donc ça a des avantages d'être mort, on peut passer à travers les portes quand on est un fantôme. Et ensuite il se met à poursuivre les cambrioleurs, il n'a pas encore capté qu'il ne peut pas, quoi, parce que c'est un fantôme, mais il leur court après dans les escaliers, et Patrick Swayze, dans une scène mémorable qui est longtemps passée inaperçue, dans les annales du cinéma, se casse la figure dans les escaliers. Je vous rappelle que c'est un fantôme, donc les fantômes se cassent la figure des escaliers, mais ils peuvent passer à travers les murs. Mais en clinique neurologique, c'est pareil aussi. Les patients qui ont des membres fantômes, c'est 50-50. Il y en a qui peuvent passer à travers les murs avec leurs fantômes ou à travers eux-mêmes. C'est simple, il faut leur demander. Ils ont un membre fantôme, on leur dit qu'est-ce qui se passe si je mets votre main fantôme dans votre ventre. Il y en a qui disent je peux pas, ça s'arrête. Et il y en a d'autres qui disent je peux. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas tellement d'explications de ça, donc une piste de recherche intéressante. Je saute immédiatement au monde fantôme surnuméraire, qui sont, alors pour le coup, proprement neurologiques, parce que c'est des membres fantômes chez des personnes qui ne sont pas amputées, mais qui ont une lésion cérébrale. Et donc, typiquement, après une lésion cérébrale, c'est des gens qui vont dire « Docteur, j'ai l'impression d'avoir un 3e bras ». Ou alors, ils vont croire qu'ils ont un 3e bras s'ils sont dans un état délirant. Ça dépend de la lésion cérébrale exacte qu'ils ont. Mais plus gros c'est la lésion, plus ils vont croire qu'ils ont un 3e bras. Mais il existe des patients qui ont juste l'impression d'avoir. Il faut bien capter la nuance, parce que dans un cas on est dans le délire, puis dans l'autre cas on est dans l'illusion, ce qui n'est pas tout à fait pareil au niveau des traitements. Et il y a tout un tas de phénomènes de membres fantômes surnuméraires. Il y en a qui peuvent bouger, il y en a qui ne peuvent pas bouger, il y en a qui peuvent qui ressentent la proprioception en quelque sorte, d'autres non. Il y en a qui peuvent être vus, d'autres qui ne peuvent pas être vus. En fait, c'est très rare qu'ils peuvent être vus. Mais je ne sais pas si j'ai dit. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est une personne que j'avais vue à Genève et qu'on a mis ensuite dans l'IRM. Cette patiente-là affirmait pouvoir sortir un fantôme de son bras. Ici, c'est mon bras, je lui dis, venez toucher ma main. Et donc, elle s'exécute. Et cette espèce de masse blanchâtre, c'est ce qu'elle voit, en fait. C'est ce qu'elle m'a décrit. Elle dit, je vois une sorte de main blanche et translucide, comme les fantômes, venir toucher ma main. Quand on l'a mise dans le scanner, puis qu'on lui a demandé de faire la même chose, on trouvait des activations dans les régions visuelles quand on lui demandait de faire ça, ce qui suggère qu'elle voit effectivement pour de vrai son fantôme. Enfin, c'est à peu près la seule preuve qu'on peut avoir, sinon on est tenu de lui faire confiance. Quand elle nous dit « je vois mon fantôme »,
c'est une donnée clinique qu'on accepte en tant que clinicien. Puis ensuite, on essaie de trouver des astuces scientifiques pour objectiver le phénomène. Donc là, c'est le mieux qu'on puisse faire. Ça ne prouve pas grand-chose dans le fond parce qu'elle peut très bien s'imaginer, puis ça activerait aussi les régions visuelles. Mais bon, peu importe. On peut aussi créer des mondes fantômes surnuméraires chez les gens, mais pour ça, il faut faire une crise d'épilepsie. Et puis généralement, c'est pas bien, le comité d'éthique. Donc là, on n'a pas fait exprès. On faisait une expérience chez un jeune master en neurosciences qui s'était prêté à une expérience qui n'avait rien à voir avec ça. Puis on lui stimulait magnétiquement une partie du cerveau pour voir comment il s'en tirait ensuite pour bouger les doigts. C'était une expérience comme ça. Donc par stimulation magnétique, on active le cerveau chez le sujet sain. C'est pas dangereux normalement, et il se produit des choses au niveau de la motricité. C'est pas dangereux normalement, mais là ça s'est mal passé, et on a induit une crise d'épilepsie chez ce jeune garçon. Donc il a perdu connaissance, on a dû l'amener en ambulance, etc. Et ensuite il nous a raconté que c'était complètement dingue. Juste avant la crise d'épilepsie, il a vu surgir de son bras un troisième bras. Et ensuite il l'a vu se désintégrer comme s'il était broyé par une machine, donc il l'a vu de manière sanguinolente, à ce moment-là il est tombé dans les pommes. C'est l'histoire qu'il raconte. Mais comme on faisait une expérience sur toute autre chose, on lui avait mis des capteurs un peu partout sur le bras et sur l'épaule, et donc on a des données dites qu'on appelle électromyographiques qui documentent en fait la progression de la crise d'épilepsie et qui suggère que ce qu'il nous raconte, temporellement, fait du sens. Donc sur une durée de 4 secondes, la crise d'épilepsie a fait en sorte que son bras se replie contre lui, contre sa volonté. Ça, c'est typique dans une crise d'épilepsie. Vous avez des mouvements moteurs indépendants de la volonté. Et ensuite, le surgissement d'un membre fantôme qu'il a vu. Donc il avait la nette conscience d'avoir 3 bras à ce moment-là. Et ensuite, l'impression que son fantôme se dissolvait. Et à ce moment-là, il perdait connaissance. Donc je pense que c'est le seul cas où on a créé expérimentalement un fantôme, un membre fantôme, mais un fantôme tout court aussi, et où on a pu le documenter avec des données musculaires. C'est la soirée des étranges. Je ne sais pas si vous trouvez. Moi, j'ai trouvé ça étrange, et donc on s'est dit, on va le publier. C'est étrange, c'est bien, c'est intéressant. C'est instructif, comme ça, tout ça. Puis donc on en a fait un article scientifique. Mais mon syndrome préféré, c'est quand même la somatoparaphrénie, décrite par Joseph Gershman dans les années 40. Ça, c'est des patients qui vont affirmer que leur bras ne leur appartient plus. Généralement le bras gauche, des fois c'est la jambe gauche, des fois c'est le bras et la jambe gauche. Et c'est un délire qui est particulièrement violent, parce que ces patients-là vont se plaindre de manière véhémente, ils vont dire « Docteur, débarrassez-moi de cette saloperie, je ne veux pas de ça, j'ai un bras qui n'est pas le mien, qu'est-ce que ça fout là ?» Enfin bref, ils ont toutes sortes d'expressions très imagées pour décrire ce qu'ils vivent. Et ce n'est pas du flan, parce que si vous les laissez au milieu de la nuit, sans surveillance, ces gens-là se jettent en bas du lit en tentant de rejeter ce qu'ils perçoivent comme une personne étrangère à côté d'eux. Ou leurs bras. Ils sont dégoûtés par leurs bras, c'est pas le leur, ils veulent le jeter en bas, ou leurs jambes. Et naturellement, ce qui se produit, c'est qu'ils finissent en bas du lit. Ça se passe pendant la nuit, quand les gens importants de l'hôpital sont à la maison. D'où l'importance de demander ce qui s'est passé pendant la nuit aux gens qui travaillaient pendant la nuit à l'hôpital. C'est un conseil que je donne aux cliniciens. Parce que sinon, on ne vous le dit pas. Il faut le demander, ce qui s'est passé quelque chose pendant la nuit. Ah ouais, il est tombé du lit. Généralement, on s'en fout, quoi, qu'il est tombé du lit comme ça. Mais en fait, non, peut-être que ça décrit quelque chose de très... Pourquoi il s'est jeté du lit? Pourquoi il est tombé du lit? Il y a peut-être une explication intéressante. La somatoparaphrénie en est une. Et il y a tout un tas de sortes de somatoparaphrénie, j'en ai ici répertorié tout un tas. Un bras peut être perçu comme un mari, comme une nièce, comme une personne du sexe opposé, une personne du même sexe, un animal. Il peut y avoir des délires très élaborés
Par exemple, chez ce patient qui, pendant l'occupation, qui affirmait que des nazis lui avaient volé son bras et qu'on lui avait mis un autre bras à sa place et que le vrai bras serait disponible au 3e étage. Enfin bref, ils ont tout un tas de scénarios comme ça pour expliquer leur délire et pour faire en sorte de rétablir la situation. Mais comme c'est un délire, c'est vraiment très ancré en eux et ça part pas facilement. Donc dans un cas, un vieux cas des années 30, le clinicien décrivait une patiente, il lui a dit, mais qui voulait lui prouver que c'était son propre bras. Et donc il lui disait, mais touchez-le. La personne dit, non, c'est pas le mien, c'est pas mon bras. Alors continuez à le toucher et poursuivez jusqu'à ce qu'elle touche son épaule et ce qu'elle en vienne à la conclusion logique que son bras lui appartient puisqu'il est bel et bien rattaché à son corps. Et quand vous faites ça avec ces patients, généralement, la personne dit quelque chose comme « Ok, peut-être bien que c'est mon bras, mais ce n'est pas l'impression que ça donne. » Donc, ils sont capables de faire cette concession-là. Ce n'est pas ce que mes yeux disent. Et j'aime beaucoup ce cas des années 50 chez Henri Ecan à Paris, à la Salpêtrière, où il y avait une patiente qui avait ça et donc qui disait qu'on lui avait volé qu'une infirmière lui avait volé son bras. Et donc, au lieu de lui dire que non, que c'est pas vrai, eux, ils ont fait un truc beaucoup plus malin. Cliniquement, ils lui ont dit comment, c'est un scandale, on vous a volé votre bras, il ne faut pas en rester là. Écrivez donc une lettre au directeur de l'hôpital, il faut que ça se sache. Et la patiente s'était exécutée, et donc elle a écrit une longue lettre, un peu confuse, où elle s'adresse un peu au directeur et à l'infirmière qu'elle accusait de lui avoir volé son bras. Donc, juste un petit extrait. Chère madame, voulez-vous venir à l'hôpital pour voir au sujet du bras que vous avez, qui était contre moi, et dont je ne m'explique pas la présence, parce qu'il lui reproche en plus de lui avoir mis un autre bras à la place. Donc elle veut qu'elle lui rende son bras à elle. Donc venez me voir, que nous nous entendions à ce sujet. J'aime beaucoup la conclusion, un peu menaçante comme ça. On s'entendra, ça vaut mieux. C'est des patients qui sont souvent très paranoïaques, en fait, à cause de ce délire. Enfin, 2 autres troubles, la mésoplégie, qui est la haine du bras paralysé. Donc ça, c'est un patient que j'avais examiné qui se mutilait son propre bras. 4 ans après son AVC, il détestait son bras, il voulait qu'on en débarrasse. Ce qui m'amène... Alors, l'image suivante est un peu choquante, mais c'est la soirée de l'étrange, d'accord? Vous êtes prêts? Attention. D'accord. Donc, à gauche, vous avez un patient qui souffre de xénomélie. Et quand je dis qu'il souffre, c'est pas très clair. On ne sait pas si c'est une maladie ou quoi. C'est quoi la xénomélie? C'est le désir d'amputation. Donc vous avez maintenant des gens, parce que c'est relativement récent, qui vont souhaiter une amputation et qui vont même l'exiger et qui demandent qu'on leur débarrasse d'une partie de son corps. Quand on leur demande mais pourquoi, ils disent mais parce que ça m'arrange, c'est mieux, je me trouve mieux comme ça. Et par une sorte de fétichisme, si on veut bien, ils se sentiraient mieux si on les débarrassait d'une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne considèrent pas comme la leur. Donc celui-ci a décidé de faire le job lui-même. Donc il a commencé par le petit doigt, ensuite il a fait le bras, ensuite il a fait la jambe, suite à quoi il était hospitalisé, puis on a commencé à se demander pourquoi il faisait ça dans le fond. Comme beaucoup de patients qui ont la xénomélie, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ne sont pas complètement dingues. C'est juste qu'ils voudraient être amputés. Voilà, c'est leur truc. Ils voudraient être amputés. Donc il y a des corrélats cérébraux de désir d'amputation qui suggèrent que c'est bel et bien vrai. Il y a aussi d'autres troubles où des patients ont l'impression d'être possédés par quelqu'un d'autre ou coupés en deux. Et ici, c'était un patient qu'on avait vu qui avait des crises épileptiques dont le symptôme principal était d'abord l'impression que la partie gauche du corps devenait un peu plus molle, un peu plus bizarre. Ensuite, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui habitait cette partie gauche du corps. Puis finalement, cette partie se séparait. Et donc, il était coupé en deux. Et c'est complètement fou parce que le patient était représentant dans une grande boîte de consulting et ça lui arrivait pendant des présentations. Il était là comme moi en train de vous parler et il disait c'est très embarrassant, je commence à me couper en deux alors que je suis en train de parler comme ça. Donc, il y a des formes d'épilepsie très subtiles comme ça, sans perte de connaissance. C'était le seul symptôme qu'il avait. Et effectivement, on a pu découvrir une région du cerveau qui était lésée et qui s'activait pendant ce genre de symptômes.
ça c'est tous les faits. Ouais, je vais vite là, mais c'est la classification des phénomènes d'autoscopie quand on voit son propre double dans le monde extérieur. Donc ce qu'on appelle l'hallucination autoscopique, c'est vous voyez vous-même dans l'espace en face de vous. Comme j'ai dit, dans la littérature fantastique, c'est les mauvaises nouvelles en principe. Mais dans la clinique neurologique aussi, ça veut dire que vous avez quelque chose qui n'a pas dans le cerveau. Et en particulier avec les autoscopies, vous avez l'impression de vous voir vous-même, mais ce vous-même n'est pas un simple reflet de vous, il devient comme habité, ça devient comme une sorte de compagnon. Mais généralement un compagnon qui est... Alors des fois il est aimable, il est sympa, c'est une sorte de double comme ça, de pote, de vous-même. Mais la plupart du temps, il s'est perçu comme quelque chose de menaçant. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans la littérature fantastique, chez Hoffman, dans Dostoïevski, la présence du double est comme une menace. Et ça finit, j'ai dit que ça finissait mal, mais dans la clinique neurologique aussi. Et il y a des patients qui se jettent de la fenêtre pour se débarrasser de leur compagnon pénible. Et qui n'existe pas, c'est juste une projection d'une minuscule lésion cérébrale qu'ils ont. Les sorties hors du corps, ça c'est peut-être un peu plus connu, où vous avez l'impression de sortir de votre propre corps. Et donc à ce moment-là, votre moi est localisé dans la partie astrale en quelque sorte de votre moi, qui est hors du corps physique, qui est généralement en dessous de vous. C'est un phénomène vertical, ce qui suggère que c'est une hallucination vestibulaire en fait. Vous avez l'impression de flotter dans les airs. Et effectivement, c'est bel et bien une hallucination vestibulaire dans beaucoup de cas. C'est ce qu'on voit dans le cerveau. La sensation de présence, j'en ai déjà parlé. Vous avez l'impression que quelqu'un est proche de vous. Ça aussi, c'est un trouble. Tout ça, c'est des troubles neurologiques qui sont répertoriés. Donc ça aussi, c'est un trouble neurologique. L'autoscopie négative, c'est plus rare. Ou la somatoscopie, c'est que vous ne voyez plus une partie de votre corps. Où vous ne voyez plus votre reflet dans un miroir. Exactement comme le personnage dans le Horla de Maupassant. Il se regarde dans le miroir, horreur absolue, il ne voit rien, il ne se voit pas lui-même. On voit ça aussi dans le mythe du vampire. Et l'autoscopie interne, qui n'est quasiment plus... je crois que plus personne n'a rien publié là-dessus depuis très longtemps. Moi, je ne sais même pas si ça existe. C'est des gens qui sont censés voir les organes internes de leur propre corps, projeté dans le monde extérieur. Tout ça a été décrit par Paul Solier, donc un type très intéressant au tournant du siècle, qui avait une clinique à Paris, et dans un livre qui s'appelle « Les phénomènes d'autoscopie », où il décrit tous ces phénomènes en long et en large, dont on a découvert les bases neurologiques que beaucoup plus tard. Et j'en parle pour faire une sorte de transition un peu abrupte. Paul Solier était un des médecins de Marcel Proust, qui avait beaucoup de médecins parce qu'il avait tout un tas de plaintes. Et un de ses autres médecins, qui est dans la recherche du temps perdu, sous le nom de Cotard avec 2 T, c'est Cotard avec 1 T. Le Cotard, Jules Cotard, du syndrome de Cotard, qui est généralement répertorié dans des bouquins de ce genre, sur les syndromes psychiatriques peu communs ou les troubles neurologiques rares. Chose de rare qu'on voit quasiment jamais dans la clinique. Certaines personnes pensent que ça n'existe plus parce que c'est une vieillerie du 19e. Et toujours est-il que Jules Cotard avait décrit ce qu'il appelait un délire hypocondriaque dans une forme grave de la mélancolie anxieuse. Pour faire bref, c'est des gens qui disent « Docteur, je n'existe pas » ou « Docteur, je suis mort ». C'est la croyance délirante d'être mort. Et son premier cas, c'était Mademoiselle X, qu'il appelait un assez singulier délire hypocondriaque. Description du cas, Mademoiselle X affirme qu'elle n'a plus ni cerveau, ni nerfs, ni poitrine, ni estomac, ni boyau. Il ne lui reste plus que la peau et les os du corps désorganisés. Ce sont là ses propres expressions. Ce délire de négation, c'est comme ça qu'il appelait son syndrome, le délire de négation, s'étend même aux idées métaphysiques qui étaient naguère l'objet de ses plus fermes croyances. Elle n'a pas d'âme, Dieu n'existe pas, le diable non plus. Madame X n'étant plus qu'un corps désorganisé, elle n'a plus besoin de manger pour vivre, elle ne pourra mourir de mort naturelle, elle existera éternellement à moins qu'elle ne soit brûlée, le feu étant la seule fin possible, et effectivement elle tente à plusieurs reprises de se faire brûler pour en finir. Le paradoxe du syndrome de Cotard, c'est que ces patients affirment être morts, mais en même temps ils affirment être immortels du coup.
parce qu'ils n'arrivent pas à mourir en quelque sorte. C'est ça la nature de ce trouble. Ça a été classifié comme une forme d'asomatognosie totale. C'est par Jean Lhermitte, qui appelait ça le trouble du schéma corporel total, puisqu'en fait, ça donne l'illusion de ne plus exister du tout. Jean Lhermitte étant le grand-père de Thierry Lhermitte, pour l'anecdote. Et donc, c'est comme ça. Une grande famille de neurologues jusqu'au bronzé. Donc, c'est la croyance que vous êtes mort. Et donc, pour en finir, très rapidement, je vous parle du syndrome de Cotard parce que j'ai reçu un email à Koh Samui m'affirmant qu'on avait un syndrome de Cotard en clinique en ce moment, quelque part, et que donc je pourrais peut-être aller voir ce patient, c'est très rare de voir un patient avec un syndrome de Cotard. Et la description qu'on a faite, elle est très convaincante en fait. Il y a tous les signes du syndrome de Cotard. Parce que j'avais un collègue un peu enthousiaste à une époque qui voyait les syndromes de Cotard partout. Le type arrivait à l'hôpital, comment vous vous sentez? Ah, j'ai l'impression d'être mort. C'est le syndrome de Cotard. Non, le syndrome de Cotard, c'est pas vous n'êtes pas fatigué ou comme ça. Vous avez la croyance ferme et délirante d'être mort pour de bon. Ça, c'est un syndrome de Cotard. Oui, on arrête? Il faut bien sûr finir le syndrome de Cotard, mais après, je pense qu'il faudrait... C'est la fin. La place au suivant. Je suis navrée de vous couper en plein syndrome de Cotard. Mais finis seulement le syndrome. Je ne voudrais pas que le... Non. Mais c'était la fin. Oui, ça c'est la partie neurologique, le cerveau, la représentation du corps, d'autres représentations du corps, des représentations du corps plus modernes, l'imagerie cérébrale. Imagerie cérébrale de représentation du corps perturbé, induisant des formes de double, qui sont donc documentées dans des études relativement récentes. Et c'est ça, c'est la fin. Donc c'est tout simple. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai commencé par les figures de l'horreur dans le cinéma fantastique, dans la littérature fantastique aussi. Donc il y a le fantôme, les métamorphoses corporelles bizarres, le revenant, le double, tout ça sont des figures extrêmement répandues dans tout ce qui est fantastique. C'est dur de faire un film d'horreur ou un récit fantastique original quand vous y pensez. C'est toujours la même chose. Toujours des vampires, des momies, des monstres, enfin c'est toujours un peu la même chose. Donc ces figures qui constituent le genre, elles doivent bien venir de quelque part, quoi, en quelque sorte. Surtout dans la mesure où elles marchent, en quelque sorte, puisqu'elles ont une longévité vénérable, elles sont constamment réexploitées et réutilisées. Il y a tout le temps des films de zombies, il y a tout le temps des films de fantômes. C'est quelque chose qui est utilisable à l'infini, en quelque sorte. Et les gens comprennent. C'est ça qui est bizarre, en fait. Quand vous regardez, vous avez un film, il y a un mort-vivant, vous dites, ah, c'est un mort-vivant. Vous voyez un fantôme, vous comprenez immédiatement que c'est un fantôme, il s'agit d'un fantôme. Pourtant, vous n'avez jamais vu de fantôme, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais c'est une figure qui est tellement répandue qu'elle a, pour ainsi dire, pris dans la culture populaire. Ici, c'est toute une représentation de troubles neurologiques qu'on appelle également fantômes, souvent. Syndrome de Cotard, c'est aussi appelé le syndrome du mort-vivant. Donc il y a tout un tas d'analogies qui, moi, me suggèrent que le cerveau, avec ses multiples fonctions et ses multiples particularités, d'une part, quand on l'abîme, produit des troubles neurologiques très spécifiques et très bizarres. Les patients ne rapportent pas n'importe quoi. Ces trucs ont un nom, ils sont répertoriés et documentés dans la littérature scientifique, et ils reposent sur des régions cérébrales qui sont plus ou moins connues maintenant. Ma proposition, c'est que, d'une certaine manière, puisque quand vous cassez le cerveau, vous avez ces troubles neurologiques, quand le cerveau va bien, les créateurs produisent en quelque sorte des troubles fictifs, des bizarreries, des étrangetés dans la fiction qui reposent sur les mêmes régions cérébrales qu'on peut découper. Voilà. Il va falloir découper comme un œuf. Quand vous coupez les structures du cerveau comme ça, vous révélez en même temps à la fois ces troubles et à la fois ces productions culturelles.
mais je n'ai pas d'explication encore pour... Voilà.